Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, les syndicats des régies financières et l'administration du budget trouvent un terrain d'entente après plus de 10 heures de rude discussion à l'auditorium du Trésor public de Libreville. Le Tchad s'interroge toujours sur le décret migratoire américain rendant indésirables les ressortissants tchadiens aux États-Unis. Et vous verrez justement qu'aux États-Unis, après l'échec retentissant de la réforme de la couverture maladie, Donald Trump esquisse les contours d'une réforme fiscale révolutionnaire. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon. Un conseil des ministres s'est tenu ce jeudi au palais de la présidence de la République. Un traditionnel tour de table des membres du gouvernement convoqués par le chef de l'État. Le rendez-vous voulu par l'exécutif intervient 2 semaines après le séminaire gouvernemental du Cap Estérias, à l'issue duquel Ali Bongo Ndimba avait instruit le cabinet Issoze Ngonde de passer très rapidement au travail pour répondre aux attentes des populations. Le compte rendu de Lariska Lormamengi, Bertin Osaga. Au nombre des questions soulevées pendant le Conseil des ministres, les résolutions du dernier séminaire gouvernemental, notamment leur possibilité de mise en application, étaient au centre des débats entre le sommet de l'exécutif et le cabinet Issoze Ngonde. En faisant le point aujourd'hui en Conseil des ministres, l'opinion se réjouit de ce que, au cours de ce séminaire gouvernemental, qu'on ait retenu le principe de la réduction du train de vie de l'État. Et les mesures prises, sinon les résolutions ou les recommandations adoptées au cours de ce séminaire font l'objet d'une appréciation par une large opinion. Maintenant, il reste que cela soit appliqué comme nous l'a instruit le président de la République et comme nous l'a aussi instruit le Premier ministre. Donc du coup, on peut espérer que ces résolutions ou ces recommandations seront respectées par nous autres membres du gouvernement. Ce Conseil des ministres est le 3e depuis la formation du nouveau gouvernement le 21 août dernier, lequel avait vu l'entrée de plusieurs acteurs de l'opposition conformément aux accords du dialogue politique. Fraîchement rentré au gouvernement, Jonathan Tuntum Ngom, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, n'a pas caché son étonnement face à l'image qu'il découvre du chef de l'État, une image d'un homme plein d'humilité. Retrouvons Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Un homme d'État, un homme au grand cœur et surtout un homme ouvert, accessible, doté d'une humilité sans conteste. C'est ce que retient désormais Jonathan Tuntum de la personnalité du président de la République, Ali Bongo Ndimba, le ministre délégué auprès du ministre d'État, de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, membre influent du parti de l'opposition Démocratie Nouvelle, se dit agréablement surpris de l'homme qu'il découvre. Depuis que je prends part à ces conseils des ministres, ça fait 3 au total aujourd'hui, depuis qu'on a été nommé le 21 août dernier, lorsque vous êtes dans la salle, vous n'avez pas l'impression que c'est un président de la République qui finalement domine sur tout le monde. C'est quelqu'un qui prend la parole à tour de rôle, qui la distribue, qui la donne à qui veut la prendre. Globalement, j'ai en face de moi plus le chef de l'État qu'on présente partout comme un dictateur, mais beaucoup plus comme quelqu'un qui se présente comme un facilitateur au niveau des travaux que nous avons en Conseil des ministres. Et c'est vraiment comme aujourd'hui une ambiance très conviviale où on voit le chef de l'État en train de rire avec tout le monde. Ça me laisse peut-être un goût amer des impressions que j'ai pu avoir lorsque je n'étais pas dans cette instance. En fait, en conclusion, pour vous dire que ces 2 personnalités différentes que j'ai en face de moi. Il n'est pas trop tard pour revenir à l'essentiel et faire avancer le pays, selon Jonathan Tuntum, qui appelle ses compagnons de lutte de l'opposition à la responsabilité. Ce que je peux dire à mes amis de l'opposition, c'est de préparer les élections législatives et de considérer que l'élection présidentielle est terminée plus d'1 an après
on ne peut plus à chaque fois vouloir revenir sur une élection qui est terminée et dont le président est reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Et de ce point de vue, je pense que c'est une perte de temps de la part de certains leaders de l'opposition d'instrumentaliser une certaine opinion en pensant qu'on reviendra sur les résultats de l'élection présidentielle. Cet enseignant-chercheur était parmi les porte-paroles de Jean Ping, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016. Jonathan Doutoum Ngom a fait son entrée au gouvernement le 21 août dernier, à la faveur du dialogue politique tenu en avril et mai 2017. Je vous l'annonçais en titre, après un peu plus de 12 heures de discussion, sommes-nous enfin arrivés à une sortie de crise définitive entre les syndicats des régies financières et les ministères du budget, de l'économie et celui du pétrole? Les éléments de réponse dans ce reportage de Gabriel Ratanga et Bertrand Saga. C'est l'auditorium du Trésor public qui a servi de cadre pour les discussions entre les syndicats des régies financières et les directeurs généraux, secrétaires généraux des ministères du budget, de l'économie et du pétrole. Le ministre d'État, Jean-Fidèle Otando, a procédé au lancement des hostilités en début d'après-midi. Les discussions de ce jour ne sont que la suite du dialogue franc entamé avec les secrétaires généraux afin d'aboutir à la signature d'un protocole d'accord qui engagera aussi bien nos administrations que les partenaires sociaux. 12 heures de discussion, c'est le temps qu'il a fallu pour aboutir à un moratoire entre les syndicalistes des ministères du pétrole, du budget et de l'économie et le ministre d'État en charge du budget, des comptes publics. Entre le gouvernement et nous, ça a tiré, ça a été long, vous l'avez bien remarqué. La preuve, on est presque à 3 heures du matin. Nous pouvons dire que nous sommes allés dans un partenariat gagnant-gagnant. Je crois qu'on a obtenu déjà ce qui est très bon, le paiement, parce qu'on était parti pour le paiement d'un bonus. Je crois que vendredi, nous aurons ce qu'on appelle un grand, un petit. Je crois que c'est une grande victoire pour les syndicats et les régies financières. Aujourd'hui, nous avons mis en place un cadre qui nous permet de dialoguer et d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous. Il y a des problèmes, c'est vrai, mais c'est parce que c'est ensemble, dans la discussion, à travers le dialogue, que nous pourrons avancer. C'est aux environs de 3 heures du matin qu'un protocole d'entente et de trêve sociale a été signé ce jeudi entre le gouvernement gabonais et l'intersyndicale des régies financières qui comprend les douanes, les impôts, les hydrocarbures et le trésor. Une action forte qui impacterait positivement sur le programme de relance de l'économie du pays. La nouvelle mercuriale des prix semble avoir quelques obstacles à l'allumage. Chez de nombreux détaillants, les nouveaux prix ne sont toujours pas appliqués. Le constat est d'autant plus décevant que le consommateur se sent oublié. L'Association des consommateurs, quant à elle, appelle à la vigilance et à l'implication de tous pour veiller au respect de la présente mesure gouvernementale. Kenny Ongouri, Joël Tatou. Le ministère de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement durable a rendu public l'arrêté concernant le blocage des prix de 167 produits alimentaires de grande consommation, comme le riz, le sucre et l'huile, pour ne citer que cela. Dans cet élan, le gouvernement rassure, mais les consommateurs sont toujours dans le doute quant à l'exécution de cette nouvelle mercuriale des prix qui semble ne pas être appliquée au regard du comportement de certains commerçants qui ne se sont toujours pas appropriés cette mesure gouvernementale. L'administration, en faisant sortir cette mercuriale, nous a associés et a donné un temps relativement court, un temps de 15 jours pour sensibiliser effectivement les commerçants afin qu'ils puissent changer et s'arrimer, changer les anciens prix et placer les nouveaux prix. Effectivement, donc c'est ce temps mort-là qui s'écoule entre la publication de la mercuriale et l'application effective sur le terrain de cette mercuriale qui semble donner que rien ne s'est fait. Face à cette situation, les associations de consommateurs dénoncent et invitent les consommateurs à être vigilants en vue de faire respecter la présente mesure. Les consommateurs eux-mêmes se prennent en charge en surveillant l'effectivité de la mercuriale sur le terrain. Donc, ils ont
un instrument aussi, donc le numéro vert qu'ils peuvent actionner, le 80-85. Et ils peuvent se rapprocher aussi de toutes les administrations compétentes, en premier lieu, la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Chez certains détaillants, les prix ne sont toujours pas appliqués en raison des manques à gagner manifestes. Pour veiller au respect de la nouvelle mercuriale des prix, il est prévu dans la capitale gabonaise et ses environs la mobilisation de 200 agents contrôleurs de prix qui vont parcourir les différentes structures commerciales pendant une période de 15 jours. Les consommateurs sont invités à appeler le numéro vert 80-85 en cas de violation de la présente mesure. Ouvrons la page Afrique et tel que je vous le disais à l'entame, le Tchad reste sonné par le nouveau décret migratoire du président américain Donald Trump qui l'a placé sur la liste des pays dont les ressortissants sont indésirables aux États-Unis. Le récit de Gabriel Ratanga, PJ au Pass. Le Tchad reste sonné par le nouveau décret migratoire du président américain Donald Trump qui l'a placé sur la liste des pays dont les ressortissants sont indésirables aux États-Unis alors que des officiels américains s'inquiètent de cette mesure qui vise un allié des États-Unis dans la lutte anti-djihadiste en Afrique. Ce n'est pas une bonne décision dans la mesure où avec cette décision le président Donald Trump minimise les efforts du Tchad en matière de lutte contre le terrorisme. Parce que si nous essayons de regarder un peu l'Afrique de manière générale, c'est le Tchad qui est le premier à vraiment perdre en ressources humaines, matérielles, financières. Cette justification elle est purement politique et un problème de relationnel entre les deux présidents qui ne concerne nullement le Tchadien qui cherche. Les États-Unis, c'est un pôle d'émancipation par excellence. Donc le commun tchadien ne connaît pas ce qu'on appelle Boko Haram, ni terrorisme, ni tout ce qu'on peut considérer des terroristes. Le président tchadien Idriss Déby Itno a bénéficié mercredi du soutien de l'Union africaine qui a exprimé sa perplexité face à cette mesure injuste frappant N'Djamena, surtout au vu de son rôle important dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, dans le nord du Mali et dans le Sahel. La France a également fait part mercredi de sa surprise face au décret américain et a espéré qu'une solution serait rapidement trouvée entre les deux pays alliés et partenaires pour lever cette interdiction. Allons en Guinée où 8 ans jour pour jour après le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, des victimes et défenseurs des droits de l'homme ont réclamé ce jeudi à Paris la clôture immédiate de l'enquête par la justice guinéenne et a tenu d'un procès en 2018. En témoigne ce regard de Jamila Bengman. Le 28 septembre 2009, au moins 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées par des militaires dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants au chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara, selon une commission d'enquête de l'ONU. Moi, personnellement, j'ai eu un coup de crosse sur la figure qui m'a anéanti. Jusqu'à présent, il y a les séquelles sur mon visage. Et je suis en train de témoigner pour ne pas qu'on nous oublie, pour qu'il y ait la justice en Guinée. Au terme de 7 ans d'une procédure très difficile, 14 personnes ont été inculpées en Guinée, dont Moussa Dadis Camara, mais aussi l'actuel chef de la garde présidentielle pour leur implication présumée dans ce massacre. Ça fait plusieurs années que l'on demande la clôture de cette instruction judiciaire. Elle semble aujourd'hui imminente. Le ministre de la Justice nous a encore promis que cette clôture interviendrait d'ici 1 mois et donc nous prenons rendez-vous aujourd'hui avec le ministre de la Justice et les autorités judiciaires guinéennes au 30 octobre 2017 pour que cette instruction judiciaire soit fermée. Cette clôture de l'enquête doit ouvrir la voie vers un procès qui doit absolument se tenir en 2018 si on veut tenir des délais raisonnables et voir un procès symbolique, historique, se tenir avant des échéances électorales importantes, notamment l'élection présidentielle de 2020 en Guinée. La Cour pénale internationale pourrait se saisir du dossier si jamais la justice guinéenne échouait à conclure cette instruction judiciaire. Au Maroc, la blouse blanche ne fait pas le médecin, arracheur de dents, pseudo-dentiste et autres professionnels de la santé non formés soignent dans l'illégalité des populations souvent déshéritées avec des conséquences parfois dramatiques. Les précisions de Jamila Bengman.
Le phénomène clandestin d'arrachage de dents reste marginal, mais il est l'arbre qui cache la forêt. Au Maroc, quelques 3500 faux dentistes exercent illégalement le métier dans des cabinets, en ville comme à la campagne, selon des chiffres officiels. En effet, les dentistes charlatans existent, ils n'ont pas d'autorisation. Ils habitent près des citoyens qui n'ont pas les moyens et c'est la raison pour laquelle ces gens vont consulter ce genre de prothésistes. Ce sont principalement des prothésistes dentaires qui s'improvisent dentistes, plus rarement des assistants qui ont appris sur le tas le b.a.-ba du métier ou des femmes de ménage qui ont travaillé dans des cabinets dentaires, comme l'explique ici Lassène Briguet, chirurgien dentiste basé à Casablanca et consultant pour l'Ordre national des médecins dentistes. Cette loi a réglementé l'exercice de la profession. Nul ne peut exercer la médecine dentaire s'il n'est titulaire d'un diplôme, s'il n'est autorisé à exercer, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre et s'il n'est à jour de ses cotisations. La loi marocaine est pourtant formelle. Nul n'est autorisé à exercer la profession s'il n'est pas diplômé et inscrit au tableau de l'ordre. Mais les autorités ferment les yeux. Elles sont au courant et ne font rien, accuse-t-il. Et j'en viens au RICS, au Parlement ougandais. Pour cause, le Parlement ougandais a effectué ce mercredi un premier pas en vue de supprimer la limite d'âge pour être élu président. L'amendement constitutionnel permettrait au chef de l'État, Yoweri Museveni, de briguer un 6e mandat en 2021. Le regard de Svetlana Gladys Maganga. C'est au terme d'une séance parlementaire qui s'est transformée en pugilat que l'Assemblée nationale de l'Ouganda a adopté une motion autorisant un député du parti au pouvoir. Le mouvement de résistance nationale a présenté devant le Parlement un projet de loi visant à amender la Constitution. Ainsi, le Parlement ougandais, largement dominé par le parti au pouvoir, a effectué mercredi un premier pas en vue de supprimer la limite d'âge pour être élu président, qui permettrait au chef de l'État, Yoweri Museveni, de briguer un 6e mandat en 2021. Pour que cet amendement soit effectif, le projet de loi devra être débattu puis adopté à la majorité des 2/3 lors de 2 votes distincts espacés d'au moins 14 jours. Aucune date n'a été fixée. Le vote sur la motion a finalement eu lieu mercredi soir après que les députés de l'opposition eurent quitté l'hémicycle en signe de protestation. Le député Moses Baliekou, qui soutient la motion, a estimé que l'âge ne devrait pas être un facteur qui limite le droit à la liberté de chaque Ougandais à briguer le poste de président. La Constitution impose aux candidats au poste de président d'être âgés de 35 à 75 ans. Une modification de cette dernière permettrait à Yoweri Museveni, âgé de 73 ans, de se présenter en 2021 pour un 6e mandat consécutif. Notons que la présidente de l'Assemblée a annoncé la suspension de 25 députés pour les échauffourées de mardi. Direction le Kenya pour tourner cette page Afrique. La commission électorale l'IEBC a rencontré ce mercredi les représentants des 2 principaux partis du pays. La coalition de l'opposition avait opposé une série de conditions à sa participation au nouveau scrutin présidentiel, dont notamment la démission de plusieurs membres de l'IEBC, alors que le président Kenyatta a lui exclu tout remaniement en profondeur de l'institution. Dorothée Nyama s'en fait l'écho. Le Kenya serait-il dans une impasse? Après l'invalidation de l'élection par la Cour suprême et la décision de reprendre la présidentielle reportée au 26 octobre, cela se complique également à la commission électorale kenyane, IEBC, qui a rencontré mercredi les représentants des 2 principaux partis du pays. Mais la rencontre n'a débouché sur rien de concluant. L'un des partis, c'est-à-dire le parti NASA, a soulevé une question au sujet d'un projet de loi dont le Parlement est saisi et qui pourrait avoir une incidence sur les lois électorales. Et cette réunion a convenu que nous examinions ce projet de loi, entre autres, et que nous ne pouvons pas aller de l'avant aujourd'hui parce qu'aucun d'entre nous n'a une copie de ce projet de loi. L'institution en charge de l'organisation des élections patine. L'opposition a conditionné sa participation au nouveau scrutin à la démission de plusieurs membres de l'IEBC, à un changement de fournisseur de matériel électoral, ainsi qu'à la diffusion en direct des résultats de chaque circonscription. Le président Kenyatta a lui exclu tout remaniement en profondeur de l'institution et a aussi vivement critiqué la Cour suprême, l'accusant d'avoir perpétré un coup d'État en invalidant sa réélection. Aujourd'hui, nous n'avons pas fait le progrès dans les discussions parce que nous croyons, ou plutôt parce que l'équipe de la NASA croit que le projet de loi devant le Parlement pourrait avoir une incidence sur certaines des questions inscrites à l'ordre du jour.
La nouvelle élection présidentielle kenyane, initialement prévue le 17 octobre, a été reportée au 26 octobre selon la commission électorale. La Constitution prévoit, elle, que la nouvelle élection doit être organisée dans les 60 jours suivant la décision de la Cour suprême, soit d'ici au 31 octobre. L'organisme invoque notamment un besoin de préparation maximale et la mise en conformité avec les standards définis par la Cour suprême, mais de nombreux doutes ont été émis sur sa capacité réelle à organiser le scrutin. Place aux actualités hors du continent. Tout d'abord à Bradford, dans le nord de l'Angleterre, la plus grande communauté des Rohingyas d'Europe appelle à la mobilisation pour arrêter les exactions commises contre cette minorité musulmane en Birmanie. Depuis plusieurs semaines, Mohamed et Samouda regardent les informations à la télévision, la peur au ventre. Originaires de Birmanie, ils appartiennent à la communauté Rohingya, une minorité musulmane persécutée dans l'ouest du pays. Si le couple et ses 7 enfants a pu trouver refuge au Royaume-Uni en 2009, le reste de leur famille n'a pas eu cette chance. Ma maison a été brûlée. Ma mère et mes sœurs ont dû s'enfuir il y a 2 semaines au Bangladesh. Elles n'ont rien eu à manger pendant 1 semaine. Elles sont au Bangladesh maintenant. Je suis très inquiète et j'ai peur pour elles. Donc lorsque j'entends les nouvelles à la télévision, ça me rend triste. Plus de 300 Rohingyas vivent aujourd'hui à Bradford, dans le nord de l'Angleterre, la plus grosse communauté d'Europe. Ils ont bénéficié d'un programme de protection des réfugiés du gouvernement britannique. Chaque semaine, ils se réunissent pour essayer de trouver des moyens d'aider leurs proches restés en Birmanie ou réfugiés au Bangladesh. Mais les nouvelles se font de plus en plus rares. S'il se passe quelque chose dans le village ou dans la région, l'armée coupe le réseau, donc les informations arrivent au compte-gouttes. C'est ça le plus difficile. Ils bloquent le réseau, ils coupent le système et on ne peut plus communiquer avec eux. Ome Kulsun est née dans un camp de réfugiés. Même si elle n'a jamais connu la Birmanie, cette jeune fille de 17 ans revendique son héritage rohingya. Je suis très heureuse de vivre ici. Si j'avais grandi en Birmanie, je serais sans doute morte à l'heure qu'il est. Malgré tout, je veux devenir infirmière et aller au Bangladesh pour les aider et les soigner gratuitement. Les Rohingyas de Bradford attendent désormais une réaction forte de la communauté internationale. L'ONU a, elle, dénoncé une épuration ethnique en Birmanie. Près de 700 000 Rohingyas ont déjà fui le pays. Je vous l'annonçais en titre, le président américain Donald Trump a esquissé ce mercredi les contours d'une réforme fiscale révolutionnaire érigée en priorité absolue d'un camp républicain en quête d'une avancée significative après l'échec retentissant de la réforme de la couverture médicale. Le récit de Svetlana Gadis-Maganga. Une réforme fiscale révolutionnaire sera érigée en priorité absolue. C'est le mot d'ordre de Donald Trump ce mercredi en quête d'une avancée significative après l'échec retentissant de la réforme de couverture médicale. La croissance du PIB au dernier trimestre a atteint 3%, bien en avance. Ça faisait longtemps qu'on pensait que ce n'était possible. Et ce trimestre, je crois, aurait été meilleur, mais les ouragans auront un impact. Mais sinon, il aurait été encore meilleur. Mettant en avant une forte réduction de l'impôt sur les sociétés qui passerait de 35 à 20%, Donald Trump a défendu un projet pro-croissance, pro-emploi, pro-famille, pro-américain. Mais nombre des questions épineuses restent à trancher et les débats au Congrès s'annoncent ardus. Nous allons réduire le taux d'imposition des sociétés à un niveau qui ne dépassera pas 20%. C'est en dessous de 35 et 39%. Ce qui est considérablement en dessous de la moyenne des autres pays industrialisés. C'est un changement révolutionnaire. Le président américain avait initialement exigé le passage à 15% de l'impôt sur les sociétés, mais ses partenaires du Congrès ont jugé cet objectif irréaliste, d'où le compromis à 20%. Au sein de la majorité, l'unanimité n'est pas non plus gagnée. Selon les affinités idéologiques et les régions, certains républicains défendront des avantages fiscaux, tandis que d'autres exigeront que la réforme ne creuse pas le déficit. À Erbil, des gens célèbrent la victoire du oui massif à l'indépendance se prononcer lors d'un référendum organisé au Kurdistan irakien. Retrouvons Svetlana Gadis-Maganga.
Le oui l'a emporté avec 92,73% au référendum d'indépendance organisé lundi dernier au Kurdistan irakien à l'initiative du président de cette région autonome, Massoud Barzani. Ce sont les chiffres délivrés par la commission électorale kurde ce mercredi après-midi. Le chiffre ne semblait être qu'une formalité. Aujourd'hui, je suis très heureux. Je ne peux pas décrire à quel point je suis heureux. Je souhaite du bonheur à tout le monde. Nous avons besoin de vous aujourd'hui. Nous avons besoin du gouvernement irakien de nous aider. Avec l'annonce de cette écrasante majorité pour le oui, Massoud Barzani, dont la prolongation du mandat est terminée depuis 2 ans, compte bien redorer son image de père du peuple kurde. Ce chiffre est également censé légitimer l'opposition d'Erbil face à Bagdad. Quelques heures avant la proclamation par le gouvernement kurde de ces résultats, le Premier ministre irakien avait posé comme condition préalable à toute négociation avec le Kurdistan l'annulation des résultats du référendum. Tout cela n'a donc pas empêché Erbil de proclamer la victoire du oui, tout en se disant prêt à discuter avec Bagdad sur un envoi d'observateurs du pouvoir central irakien dans les aéroports. L'Iran a déjà stoppé à la demande de Bagdad ses vols à destination du Kurdistan. Des compagnies libanaises, égyptiennes et turques ont menacé de faire de même. Le rappel des titres. Au Gabon, les syndicats des régies financières et l'administration du budget trouvent un terrain d'entente après plus de 10 heures de âpres discussions à l'auditorium du Trésor public de Libreville. Le Tchad s'interroge toujours sur le décret migratoire américain rendant indésirables les ressortissants tchadiens aux États-Unis. Et aux États-Unis, après l'échec retentissant de la réforme de la couverture médicale, Donald Trump esquisse les contours d'une réforme fiscale révolutionnaire. Voilà pour l'essentiel de cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.